Bien, bah écoutez, bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes présents, bonjour aussi à ceux qui sont à distance. Et donc je vais laisser la parole en les présentant à nos intervenants. Euh, Joseph Dautet qui est infirmier à l'USP de Jeanne Garnier. Olivier Madinben, qui est aide-soignant sur l'USP de la Croix-Saint-Simon. Voilà. Et puis Daniel Leboul, avec qui je collabore depuis, bon, on ne compte plus, voilà, psychologue clinicienne, enseignante, chercheur aussi au sein, bien sûr, du département recherche, enseignement, formation de la Maison Jeanne Garnier. Voilà. Alors, je vais vous laisser d'abord ceux qui sont les mains dans le cambouis sur le terrain, Joseph et Olivier, avec un intitulé qui manque pas d'un certain aplomb, Nicolas, quand même, puisque parler du mot plaisir aujourd'hui, en parlant du travail que l'on fait, avec ce que l'on connaît du débat sur les retraites, par exemple, où le mot plaisir, c'était quand même pas à l'ordre du jour, et en pleine crise hospitalière, sur une crise RH majeure, hein, il faut bien appeler les noms, mettre des mots là-dessus, et oser parler de plaisir et de plaisir de transmettre. Alors c'est un sacré challenge. Voilà. Alors je vous laisse la parole à tous les trois. D'abord à Olivier et Joseph, puis à Daniel ensuite, et puis à vous après. Hein. C'est une journée, ce n'est pas un congrès, c'est une journée de travail. Voilà, c'est une journée d'études, et la richesse vient, comme l'a dit Nicolas, de l'interaction entre vous tous ici, que vous soyez plutôt sur la clinique ou plutôt sur la recherche ou en sciences humaines, voilà, pour ce dialogue de la journée. Alors, à vous. Bonjour à tous. Donc pour vous présenter là, cet échange, on pensait déjà un petit peu vous partager, nous, notre représentation de ce qu'on aime transmettre, de ce qui nous paraît essentiel à transmettre, surtout en soins palliatifs. Donc avec Olivier, c'est vrai qu'en plus on a chacun notre expérience. Je suis assez jeune diplômé, Olivier a beaucoup plus d'expérience, donc c'est aussi intéressant de... Ah, plus fort. Voilà, c'était intéressant de partager nos représentations et ce qui nous semble essentiel finalement à partager. Dans un premier temps, il y avait quelque chose moi, qui me semblait essentiel et que j'ai remarqué quand je suis arrivé en soins palliatifs par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir à l'hôpital. C'était tout ce qui tourne autour de la réhumanisation du patient, dans le sens où ce n'est plus le monsieur qui a un cancer du poumon, la patiente est celle-là, c'est monsieur ou madame avec son identité. Et ça, mine de rien, ça change beaucoup notre regard dans un premier temps sur comment on aborde ces personnes-là, comment on échange avec eux et qu'est-ce qu'on va chercher en priorité. Oui, et effectivement, comme le disait Joseph, c'est vraiment de passer au-delà du le sujet patient et non de sa pathologie, qui est aussi intéressante, mais on s'intéresse à la personne. Parce que derrière une pathologie, il y a une personne. Et c'est cette personne dont nous devons prendre soin. C'est d'arriver à trouver les moyens de collaboration avec le patient, monsieur X, madame X, et d'arriver à avancer avec elle dans un projet de soins. Ce qui est important aussi quand on a ce temps-là, finalement, de se prendre soin, c'est de se mettre déjà à disposition, montrer qu'on est présent et qu'on n'est pas dans une course finalement à la distribution des médicaments ou respecter seulement l'organisation institutionnelle que l'établissement ou l'organisation nous impose. Et ça paraît pas, mais on n'est plus celui finalement qui dessert juste des soins purement techniques. On est vraiment là pour montrer qu'on est à l'écoute et je pense que ça nécessite d'être mis en avant quand on accueille des nouvelles personnes qui ne sont pas habituées à avoir cette approche-là ou cette réflexion, parce que c'est pas ce qu'on nous apprend, enfin du moins c'est pas ce qu'on met en avant quand on fait nos études. C'est
d'abord l'aspect technique et vraiment lié aux connaissances qui nous est demandé. Tout le relationnel, vraiment, et cette mise à disposition, je pense, fait partie des choses essentielles vraiment à transmettre au début. Donc, continuer dans ce sens, en fait, c'est de pouvoir accueillir l'autre. Et l'autre, c'est qui? L'autre implique une réciprocité dans la relation. Donc, si on n'est pas déjà disposé à accueillir l'autre, l'autre, c'est qui? L'autre, c'est notre futur binôme. L'autre, c'est le patient dans son lit. Et l'accueil de l'autre, malgré nos différences de pensée, de patient et de soignant, comprendre et faire comprendre à l'autre, à mon futur binôme, que les soins palliatifs impliquent une clinique et la pleine incertitude. Parce que au quotidien, on a une forme d'adaptation à chaque fois. On peut avoir 2-3 patients, mais on sort d'une chambre avec une façon de faire avec cette personne-là, parce qu'on s'adapte à cette personne-là. On prend cette personne dans sa globalité. Et ce n'est pas la même adaptation qu'on va avoir dans la chambre d'en face ou d'à côté. Et je me rappelle, il y a une infirmière cadre dont on s'occupait de sa sœur, qui, à un moment donné, nous dit, avec ma collègue, chaque fois que vous sortez d'une chambre, vous avez le sourire. Comment vous faites pour sortir d'une chambre avec un sourire et rentrer dans l'autre chambre avec un sourire? Tout en sachant que ma sœur traverse quelque chose de difficile et moi aussi. Alors, on lui dit, mais on s'adapte à votre sœur. Oui, elle traverse quelque chose de difficile, mais l'échange qu'on a avec elle nous renvoie quelque chose et puis on lui renvoie ce qu'elle nous renvoie aussi. Donc le sourire qu'elle nous renvoie, l'accueil qu'elle nous renvoie, c'est celui-là qu'on lui renvoie aussi. Tu parlais un petit peu de l'importance du binôme. C'est vrai qu'on a chacun aussi notre regard, même, et c'est important de prendre l'expérience de chacun dans ces moments-là. Notre regard à nous, parfois, peut être un petit peu à côté ou plus ou moins adapté. Et se positionner à être, on va dire, à être prêt à recevoir finalement ce que notre binôme, qu'importe la hiérarchie finalement, et à nous dire, c'est hyper précieux. On a tendance un petit peu à trop, je pense, considérer quand on sort d'études, on écoute ce que nous dit le médecin, puis là-dessus on doit écouter ce que nous dit l'infirmier. Même s'il y a ces temps-là de transmission et de partage, on sort quand même en soins palliatifs de la hiérarchisation du regard, des connaissances. Et on a tout intérêt, je pense, à vraiment s'inspirer de ce que l'autre a à nous dire. Et voilà, de prendre ce travail en binôme vraiment comme essentiel et vraiment prioritaire. Donc ne serait-ce que pour évoluer soi-même avant tout. On en parlera après, mais transmettre, c'est pas seulement donner, c'est surtout un réajustement au niveau de ses connaissances, être prêt à remettre toujours en cause, se remettre toujours en question et ne jamais considérer quelconque connaissance ou regard comme acquis. Et vraiment se mettre, être toujours prêt à entendre une autre réflexion, à pas rester figé sur ses idées. Et là où peut-être dans le clinique, c'est un peu plus protocolaire, dans le soin palliatif, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bon choix, c'est seulement tous les regards du groupe et tous les questionnements éthiques qui en émergent qui vont vraiment, on va dire, définir ce qui nous semble être le mieux pour le patient. Donc c'est important de mettre ça en avant et pour ces nouveaux arrivants, de leur expliquer voilà, que malgré peut-être toute leur expérience, qu'ils aient fait de la réanimation, de la chirurgie ou autre, c'est pas ça qui prime. Notre regard soignant est humain, surtout. Et puis, il y a pour aller continuer dans ce sens-là, c'est essayer de faire comprendre aux nouveaux soignants qui arrivent qu'il a, droit à la parole, parce que c'est pas toujours la parole, on l'a toujours pas dans les différents services de soins qu'on a parcourus. Et très souvent, les médecins, c'est des seigneurs, il ne faut pas se le cacher. Ils dictent, vous obéissez, quoi. Vous y allez, ils donnent le chemin, vous suivez. Mais en fait, en soins palliatifs, je me suis rendu compte que tout le monde a sa place. Et cette place, il faut l'occuper. Et chacun vient avec un bagage. Et c'est ce bagage-là qui fait un. On est plusieurs, mais on fait un à la fin.
Pourquoi? On fait un pour la personne qui est dans son lit. Et donc, si on arrive, et c'est arrivé, hein, on hésite, il y a de l'hésitation, je ne peux pas dire ce que je pense, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que le médecin va dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Mais non, parce que ceux qui travaillent en soins palliatifs, je présume, hein, ont déjà pris cette hauteur de se dire, on écoute tout ce qui travaille. Et il y a une interdisciplinarité avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça part de l'agent hospitalier jusqu'au médecin. Et parfois, même les nouveaux arrivants, ils ont un peu du mal parce qu'ils se rendent compte que quand un médecin, comme on dit, hein, moi j'aime bien ce terme-là, c'est de challenger le médecin. Parce que les médecins, ils sont suivicieux. Hein. Et parfois, dans des prescriptions, ils font des erreurs en espérant que vous allez vous vérifier, vous allez voir ce qui se passe, vous allez poser des questions. Et en fait, c'est effectivement ça. Donc, il faut pouvoir challenger un médecin, lui dire, j'ai pas compris ta prescription, je ne comprends pas où tu vas, pourquoi? Et c'est pas que les infirmiers. Quand je vous le dis, c'est en staff, c'est vraiment tout le monde. Vous avez mis ça hier, mais pourquoi vous avez fait ça hier? Aujourd'hui, c'est différent, mais pourquoi? C'est justement ce positionnement, ce questionnement au quotidien, et tous les jours et tout le temps. Parce que en soins palliatifs, on a toujours des moments de staff, mais on a toujours ce petit temps-là entre deux portes, de se dire, je sors de là, j'ai observé quelque chose, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et on se tourne vers l'autre pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a aussi un mécanisme qu'on retrouve qui est intéressant, je trouve, à mettre en avant. Ça va être sur la position du sachant. C'est-à-dire quand on transmet, que, par exemple, un étudiant, un nouvel arrivant, on est quand même, on a cette position un petit peu de tutorat, où c'est à nous de transmettre ses connaissances. Et finalement, parfois, on pense savoir, on pense pouvoir transmettre ce qui nous paraît évident, et en l'expliquant, en le verbalisant, c'est là qu'on se rend compte que c'est peut-être pas si clair que ça. Ou alors mon interlocuteur ne l'a pas compris comme moi je l'ai compris, ou comment sont mes représentations par rapport à cette connaissance, par rapport à cette approche. Et quand on transmet, et là, ça fait partie vraiment de ce fameux plaisir de transmettre dont tu parlais, Nicolas. C'est pas seulement déléguer, c'est surtout une remise à niveau pour moi. C'est comme ça que je le vis, en tout cas. De me dire, pour qu'ils puissent bénéficier au mieux de notre expérience, de ce qu'on a à transmettre, il faut avant tout que ce soit clair pour moi. Et ça, parfois, m'oblige à me replonger dans des connaissances que je pensais peut-être acquises ou qui me semblaient claires. Et ça demande beaucoup d'humilité. Je pense justement de se prendre un petit peu de recul et d'être sûr que je vais moi-même dans le bon sens, ou alors que je pensais jusque-là transmettre quelque chose d'assez clair, qui en fait ne l'était peut-être pas. Et il n'y a que finalement les personnes à qui on transmet ces choses-là qui pourront nous faire ce retour pour nous dire, attends là, c'est pas ce que j'ai vu, ou alors je n'ai pas bien compris, oui, ce n'est peut-être pas si logique que ça. Et tout ça, je pense qu'on a cette possibilité de le faire, que ce soit pendant les temps de transmission ou en binôme, ne serait-ce qu'un échange après une toilette, après un soin, hors de la chambre, en se disant, voilà, est-ce que tu es bien sûr que c'était ça qu'il fallait faire? Ou alors, par rapport à ce qu'on avait prévu avant, on n'a pas le résultat qu'on avait imaginé. Et comme tu disais, que ce soit l'étudiant ou le nouvel arrivant, a toute sa place justement pour nous rappeler un petit peu si oui ou non on est au clair avec nos connaissances. Et nos pratiques, parce que il y a, comme Nicolas disait, il y a des connaissances, mais il y a les pratiques. Et les pratiques, c'est s'adapter à chaque fois. C'est vraiment ce positionnement que j'ai toujours hâte à transmettre à l'étudiant ou aux soignants qui arrivent. C'est cette adaptation quotidienne au rythme du patient. Au rythme du patient, en privilégiant une participation active des familles, parce que c'est une forme de tripartie qu'on a. Et souvent, très souvent, les familles ne savent pas prendre leur place. Ou quand ils apprennent un peu trop, parfois on trouve. Mais c'est normal, parce qu'ils sont dans un état émotionnel totalement différent de nous. Et puis, c'est de leur permettre aussi d'accompagner, de pouvoir passer ce temps-là, et de le passer au mieux avec leurs proches. C'est de leur donner le temps d'écouter, de s'écouter, de nous écouter, de travailler ensemble.
Et ça reste très important dans le plaisir de transmettre, le plaisir du nouvel arrivant qui va prendre le chemin aussi, parce qu'à un moment donné, il prend son envol. Hein. Comme on dit, le petit oiseau doit quitter le nid à un moment donné. Mais tout en restant en lien avec l'équipe. Parce que, comme je disais, ça peut être répétitif, hein, mais c'est une perpétuelle adaptation au quotidien. Même celui qui arrive, il nous apporte des choses. On voit sa façon de travailler. C'est comme un soignant qui sort de réanimation et qui a d'autres façons de travailler, mais parfois, même lui, il ne se rend pas compte que derrière ces années de réanimation ou de gériatrie ou d'infectiologie, a une façon de travailler qui peut être positive pour les soins palliatifs, mais lui-même, il ne se rend pas compte. C'est au moment, et parfois même quand comme on disait tantôt, c'est par mimétisme, par compagnonnage, hein, on se rend compte de ce que l'autre fait. Et en fait, je le faisais, mais pas aussi bien. Ou alors, je ne le faisais pas du tout, et je me rends compte que qu'est-ce qui le fait très bien, celui-là? Et c'est des choses qu'on ne peut pas transmettre par la parole. On ne va pas se mettre à dicter, allez, tu rentres dans une chambre, tu te mets derrière la porte, tu te mets au pied du lit, tu t'assois, tu prends la main, tu fais un dessin. Non. C'est le positionnement qu'on va avoir, que l'autre va avoir. Je prends un truc. Quand on a un médecin qui rentre dans une chambre, qui s'assoit au chevet du lit d'un patient, qui va demander à aller au bassin. Et c'est rare, hein? Il y a des médecins dans la salle, je crois. Et c'est rare de voir un médecin qui va subtiliser le bassin, qui va le mettre sur le patient. Moi, j'arrive en soins palliatifs, je vois ça, je me dis, ils sont fous, ces gens. Ou alors, il ne sait pas où il est. Mais en fait, quand on voit un médecin le faire, l'infirmier derrière, il n'a rien à dire. L'aide-soignant, il n'a rien à dire. C'est tellement juste de voir ces actes-là qu'on s'est dit, ah ben, c'est mon boulot, mais lui, il le fait. Mais en fait, ce n'est pas seulement mon boulot, c'est notre boulot. Parce que quand on va voir... Ah, il y a des infirmiers, des aides sont dans la salle, je crois. Et quand on a été dans un service de médecine lambda et que le patient va appeler, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il va reprendre à la sonnette gentiment, mais il va revenir nous dire, le patient a besoin de vous. Et ça, moi, en arrivant en soins palliatifs, j'ai trouvé que je me suis dit, mais c'est vraiment le prendre soin dont je cherche, ce dont j'ai besoin. Le médecin qui va dire, ah ben, je lui ai mis le bassin, est-ce que vous pouvez le débarrasser? Ou alors, vous lui avez mis sur le bassin, je l'ai débarrassé. Mais pourquoi? Parce que c'est une continuité, c'est une prise en charge globale, c'est la participation de tout le monde. Et tous nous faisons un autour du patient et pour le patient. Et pour compléter un petit peu tout ça, il y a, quand on arrive en tant que nouvel étudiant, on a effectivement plein de questionnements, on a peut-être plein de choses qu'on aimerait apprendre, on va peut-être plutôt axer sur le côté technique, institutionnel, mais ça on se doute bien, nous, quand on forme, que ce soit un étudiant, un nouvel arrivant, qui va assez vite l'intégrer, l'organisation, et que c'est peut-être pas ça la priorité qu'il faut transmettre. Et surtout aussi de se dire, si j'arrivais en soins palliatifs aujourd'hui, comment j'aurais aimé qu'on m'apprenne certaines choses? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne en priorité pour qu'aujourd'hui, je m'y retrouve au mieux et pour que je me sente le plus à l'aise possible. Et c'est quand même une projection, c'est une projection qui peut être assez importante à faire, de se mettre à la place de l'autre par moment en se disant, mince, là, j'ai peut-être trop axé finalement mon discours sur un côté très rigide parce que c'est trop théorique, parce que c'est trop institutionnel. Et même si on a tous une manière assez différente d'apprendre, d'interpréter les choses, on a ce besoin-là de repères. Et ça peut aussi nous permettre de mettre en évidence, en tant que personne qui transmet, quelles sont les choses, selon moi, avec voilà, notre expérience à chacun, les plus prioritaires à transmettre. Même si c'est quelque chose qui va se développer dans le temps, mais on a quand même un diplôme relativement commun. Du coup, même si on a des stages différents, on part pas tous de la même base, mais on a quand même
cette structure plutôt commune, et c'est seulement l'expérience de chacun qui va pouvoir vraiment définir comment on va construire ces valeurs soignantes, comment on va construire notre manière de réflexion. Et c'est apprendre aussi à l'autre à cheminer sur ses idées. C'est pas seulement lui dire, le faire mécaniquement. C'est pas tu dois faire ça. Ou alors c'est comme ça qu'on fait. Ça, en soins palliatifs, on s'en détache quand même beaucoup. On sort du côté un petit peu protocolaire de certaines choses. Et oui, ça, c'est essentiel, je pense, de prioriser certaines réflexions, comme tu disais. Quand on se retrouve à un moment où, dans cette chambre-là, là, avec l'histoire que tu donnais comme exemple avec le bassin, c'est dire, bon, ok, peut-être que le médecin vient pour cet acte-là, mais est-ce vraiment la priorité tout de suite, maintenant? Donc oui, permettre un petit peu de structurer nos idées, nos priorités, et puis les transmettre au lieu et donner tous les outils nécessaires aux nouveaux arrivants pour qu'eux ensuite développent leur propre identité soignante. Parce que ça, c'est important aussi. Il n'y a pas de modèle, surtout en soins palliatifs. Il n'y a pas de modèle, comme disait Joseph, mais aussi c'est cette chance qu'on a quand on est en soins palliatifs, c'est cet espace de créativité. C'est à chaque fois, on s'adapte et on crée toujours en fonction du patient qu'on a en face de soi. C'est un de mes collègues médecins qui me racontait ça l'autre fois, qui disait que quand elle arrivait en soins palliatifs, il neigeait. Donc, c'est tellement le patient qui était dans son lit, il n'avait pas vu la neige, ou il ne l'a pas senti. Donc, il y a une collègue aide-soignante qui est allée chercher la neige dans le jardin et lui a ramené dans son lit. Où est-ce qu'on verrait ça dans un service de médecine? Nulle part. Pourquoi? Parce que dans un service de médecine, on a cette pression des actes, de ce qu'il y a à faire. On ne prend pas le temps de s'intéresser à l'autre parce qu'on s'intéresse à sa pathologie. Et on en revient, hein. On s'intéresse qu'à sa pathologie. Son iono, il a combien? Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce que le médecin entend de moi? Mais on ne va pas à la rencontre de l'autre. Et le but dans cette transmission, c'est de permettre aux nouveaux arrivants, ou même l'étudiant qui est de passage, de se sentir libre et le droit d'aller vers l'autre, de pouvoir aller rencontrer l'autre. Parce que s'il n'y a pas la rencontre, le soin va être compliqué, le projet de soin va être difficile. Donc il faut aller chercher l'autre, l'amener à s'exprimer, parce que même parfois il y a des personnes qui n'arrivent pas à exprimer les choses, hein. Mais il faut essayer de l'amener à exprimer ses besoins. Et quand on a ressenti ses besoins, on peut se construire avec lui autour de ses besoins. Et comme dans beaucoup de services de soins palliatifs, il y a toujours la notion, quand les étudiants arrivent, ils ont cette notion de fin de vie, de la mort imminente. Non. En soins palliatifs, c'est la vie. Ils vivent, nous vivons. Et nous vivons tout ce qu'ils vivent avec eux. Celui qui va me dire que je ne vis pas, non, il se trompe ou encore, il a encore du chemin à faire. Et donc, on traverse tout cela avec le patient. On fait des projets de vie avec le patient, avec ses désirs, avec sa famille, avec lui-même. Et là, il faudrait que ce désir de transmettre, c'est pouvoir permettre à celui-là d'être curieux. La curiosité, d'avoir cet espace de créativité, parce que tout est possible. Vous imaginez une patiente qui vous dit moi, je ne bois pas de café, mais j'adore l'odeur du café. Alors là, sous le coup, je me suis dit, génial. Ce sera mon temps de café avec elle. Donc, chaque après-midi, je me faisais une pause café dans sa chambre, que moi je buvais, bien entendu, hein. Il ne faut pas gâcher. Mais juste pour qu'elle sente l'odeur du café. Quelque chose qu'elle ne buvait pas, quoi. Elle n'aimait pas ça. Mais juste l'odeur, de sentir l'odeur du café dans la pièce, certainement, ça lui rappelait des choses qu'elle n'a pas évoquées. Mais moi, sur le moment, j'appréciais mon café. Et elle appréciait l'odeur du café. Et toute cette créativité que les soignants un peu improvisés pour apporter des nouvelles choses qui nous semblent être intéressantes, ça va tout dans l'intérêt justement du développement des soins palliatifs, qui est quand même assez récent, mine de rien.
Et pour répondre un petit peu à cette question du sens qu'on peut donner à notre travail et cette crise des vocations, où peut-être on va peut-être à droite, à gauche pour se dire on va prendre l'expérience partout. Là, c'est stimulant, comme c'est une médecine quand même assez nouvelle et qui se développe beaucoup en France. On a tout intérêt à être créatif et on a tout intérêt à s'inspirer des autres, de nos collègues, des regards qu'ont les étudiants ou des nouveaux arrivants pour justement voir et fonder ce socle un petit peu, voilà, et c'est stimulant, c'est stimulant. Et c'est là, je pense, qu'on peut trouver ce plaisir-là, au-delà vraiment de la journée et de son organisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais apporter à petite échelle, mais il n'y a que comme ça qu'on va aider justement à faire grandir ces soins palliatifs qui, je pense, nous sont tous chers parce qu'on n'arrive pas comme ça par hasard dans les soins palliatifs. On a des valeurs quand même assez communes, on a une envie vraiment de développer ce côté, voilà, réhumanisation du patient, cette approche vraiment purement humaine. Donc, il n'y a que en avançant nos idées, en innovant, qu'on pourra justement aider les soins palliatifs à se développer et aider surtout les soignants à y rester et à vouloir participer justement à ce genre d'événement ou alors à questionner un petit peu certaines choses, que ce soit en transmission ou lors de congrès. Les valeurs palliatives, voilà, elles sont pas figées, elles sont toujours, je pense, en cours de développement et c'est ça qui va vraiment nous motiver à les développer. Et puis quelque part, il y a dans le plaisir de transmettre, c'est aussi de permettre à l'autre. Quand je dis l'autre, c'est là on est centré plus sur le binôme, l'étudiant, le futur collègue. C'est la gestion de ses émotions. C'est de pouvoir quelque part se connaître d'abord, les repérer, pouvoir les gérer. Parce que nous traversons dans cette petite vie, dans cette petite fenêtre que nous traversons avec les patients, elle est immense. Et souvent, s'y joue beaucoup de choses, même parfois sans nous rendre compte. Parce que ce que le patient va nous dire, ce que notre collègue va ressentir en face, va faire écho en nous, qu'on le veuille ou non. Et donc, si quelque part, on renie un peu tout ça, on le remet à demain, on ne va pas faire long feu là-dedans. Donc, c'est pouvoir les repérer, les gérer, surtout avoir une intelligence émotionnelle. Savoir reconnaître que là, j'en peux plus, là, je peux plus, là, je suis allé au bout de quelque chose, non, je peux encore, je suis en train de donner. Et puis, c'est cette relation entre binôme, de faire attention à son collègue. Parce que je reviens à ces triparties, c'est de faire attention à ce que nous dit le patient, à ce que ressent le patient, et de faire attention à mon collègue qui est à côté, comment lui il a vécu les choses, comment moi je vis les choses. C'est pourquoi de temps en temps, on est surpris. Les étudiants sont surpris quand on dit, quand elle vient, on lui dit, ah, fais cette patiente, tu ne vas pas la prendre aujourd'hui. Ça fait 2 jours que tu la prends, ça fait 2 jours qu'on te voit, qu'on te sent différente, mais parce qu'on a toujours dans nos différentes formations, on a ce vêtement-là, cette immunité. On est des guerriers. Il faut toujours aller au-devant. Et on est là pour. Mais non, mais en soins palliatifs, justement, c'est qui casse les codes. De dire, là, mon cher collègue, je vois que tu es fatigué, prends une pause. Nous, on prend le relais. Ou on va dire, aujourd'hui, non, tu es bien gentil, mais tu vas t'occuper de quelqu'un d'autre. Tu continues à faire ton travail, mais pas avec celle-là. Il faut passer à autre chose. Donc, et vraiment de les reconnaître, parce que c'est un espace, en soins palliatifs, où moi j'ai trouvé que c'est un espace où on peut dire ce que le soignant ressent. C'est pas pour se jeter des fleurs, hein, parce que parfois on s'est dit, les soins palliatifs, ils sont trop efficaces, ils sont trop bons, il n'y a pas mieux en médecine. Mais un environnement où chacun peut exprimer ce qu'il ressent.
on peut lui permettre de vivre et de traverser ses émotions. Les vivre, hein, pas être submergé. Les exprimer. Je pense que d'autres services nous envient pour ça. De pouvoir dire, je ne peux pas, je passe la main. De pouvoir dire, je suis fatigué, aujourd'hui je vais faire autre chose. Et autre chose, c'est pas de jouer au golf hein, ou aller chercher des... Non, c'est de s'occuper de quelqu'un d'autre qui lui aussi vit quelque chose de difficile, mais différemment. Parce que la chambre voisine, le patient voisin ou la voisine, ils n'ont pas la même pathologie, ils n'ont pas le même parcours. Moi, je pense que c'était à peu près voilà, les grands points qu'on voulait aborder. Je crois que ça fait à peu près une demi-heure, histoire qu'on continue peut-être le débat et qu'on puisse échanger avec tout le monde. Sauf si tu avais des choses à rajouter, Olivier. Non. On a fait le tour. Je pense qu'on a... Ouais. Je pense que c'est en discutant que... Oui, qu'on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer. Voilà. Merci bien. Merci à tous les deux. Voilà. Merci pour la richesse de tout ce que vous nous avez apporté. Et je laisse maintenant Danielle réagir. Danielle, elle a un peu de mal à réagir parce que je trouve qu'il y a énormément vous nous avez là transmis beaucoup de dimensions de ce qui est finalement votre pratique au quotidien et de comment vous essayez de transmettre ces éléments de cette pratique. Alors, bon, évidemment, on a eu un entretien une fois, vous nous aviez envoyé un plan d'intervention et là, je viens de vous écouter. Et donc, je vais m'appuyer sur ce que vous avez dit pour essayer de questionner ou d'avancer quelques éléments de ma propre réflexion, c'est-à-dire comment ça résonne aussi et comment j'associe ce que vous dites à mon expérience, à ma compréhension. Alors là, vous avez dit, il y a quand même quelque chose qui est d'emblée, ce que vous posez, c'est que tout ce que vous nous avez dit là, et qui fait un peu le cœur de ce à quoi vous tenez finalement et ce que vous arrivez à faire dans le cadre de votre activité en soins palliatifs, nécessite un certain type de conditions. Alors, vous ne l'avez pas explicitement dit, mais ce que j'ai relevé, c'est quand même, les conditions, c'est quoi? C'est qu'il puisse exister une liberté de parole, qui va jusqu'à la possibilité et l'autorisation à exprimer ses émotions, qu'il puisse exister une liberté de questionner, hein, c'est un peu là, qu'on est dans un cadre où il y a une forme d'interdisciplinarité, où on peut challenger le médecin, c'est-à-dire quelque chose d'un échange un peu permanent et qui n'est pas complètement interdit par la hiérarchisation habituelle, finalement, des places, des pouvoirs, voilà, des rôles. Donc, tout ça, c'est pas toujours possible. Et c'est effectivement, est-ce que partager les tâches, se mettre à la place de l'autre, apprendre à faire un travail réflexif, ce que vous avez dit, en prenant le temps aussi, le temps en situation, hein, et développer et profiter du développement de tout un espace de créativité pour aller à la rencontre de l'autre, pour faire attention à son collègue. En fait, tout ça, ce sont des mots très, très forts. Mais encore faut-il que vous en ayez les moyens. Donc, moi, tout ce que je vais dire aussi, c'est que je me suis située dans ce cadre de possibilité de tout ça. D'accord? Et c'est effectivement, encore une fois, des conditions très concrètes de l'organisation du travail dont Nicolas avait parlé tout à l'heure. Et ce n'est pas toujours le cas dans l'ensemble des services où on peut travailler, hein, en particulier des services hospitaliers. Donc je pose ça pour ne pas y revenir, parce qu'après on pourrait dire que je ne mets pas en tension, finalement, ce qui se passe et ce que nous vous transmettez et ces possibilités qui ne sont pas partout, dont les conditions ne sont pas partout réunies. Alors, vous m'avez effectivement beaucoup interpellée, mais je voudrais... Alors, j'ai essayé d'aborder quelques points, là encore, ce n'est pas complètement finalisé, ce n'est pas complètement construit, donc je voudrais répondre aussi à la consigne, qui est quand même d'être dans une interaction ou d'être dans un dialogue. Donc, alors j'ai plein de mots-clés dans la tête, mais j'ai eu le sentiment
que dès l'introduction de vos exposés, quand je dis vos exposés, c'est le texte que vous m'avez envoyé, la façon dont vous avez exposé aujourd'hui, et puis l'entretien qu'on avait préalable qu'on avait eu, que vous nous aviez donné le là, c'est-à-dire que vous nous aviez donné la clé pour que nous puissions comprendre votre propos. Alors c'est un peu une métaphore musicale qui m'est apparue, parce que je me suis représenté l'articulation que vous faites entre la visée de la transmission, que vous énoncez comme étant transmettre les valeurs soignantes, qui sont au cœur du soin en soins palliatifs. Donc cette articulation entre cette visée et puis la manière de le faire, et le vecteur d'une transmission qui atteint son but, donc son but c'est quoi? C'est que les soignants s'approprient, les soignants nouvellement arrivés, puisqu'il s'agissait de ça, s'approprient ce qui constitue la qualité du soin, la nature qualitative du soin, et que ce vecteur-là se nomme plaisir, ce que vous avez dit en disant plaisir de transmettre. Donc il me semble que d'emblée, vous posez une articulation entre transmettre des valeurs soignantes et le plaisir de les transmettre. Et c'est ce que vous nous avez aussi redonné à comprendre dans votre exposé là. Alors, donc, c'est comme s'il y avait, pour moi, une ligne mélodique, la ligne mélodique du thème, les valeurs, transmettre les valeurs, et puis autour, un arrangement qui donne le tempo ou qui met en musique votre engagement dans l'activité de transmission. Vous n'êtes pas beaucoup revenu sur cette notion d'engagement dans l'activité de transmission, mais tout ce que vous nous avez, la façon dont vous avez décrit ce que vous faisiez et comment vous le faisiez, suppose effectivement un engagement, je dirais presque corps et âme, dans cette activité. Donc, c'est un engagement dans votre manière de donner à comprendre aux nouveaux venus soignants une attitude, la façon de réaliser un geste, d'être attentif à la personne soignée, de l'écouter, de prendre le temps d'utiliser des ressources techniques, d'introduire et de définir des concepts, etc. Donc, vous vous engagez dans l'action de transmettre parce que vous avez envie de le faire. Et le plaisir que vous pouvez ressentir à le faire rétroagit pour entretenir le désir de l'engagement et l'engagement lui-même. Donc il y a presque une spirale vertueuse, si je peux dire, ce qui est, et qui évidemment peut résonner avec toutes les questions qu'on se pose autour de la pérennisation dans ce métier, ou la façon de rester engagé dans son travail de soins, etc. Donc ça, c'était une des premières, quelque chose qui m'avait un peu interpellée dans votre discours. Alors, je voudrais revenir sur la visée que vous énoncez de la transmission, qui serait de transmettre les valeurs du soin, dans le contexte des soins palliatifs. Alors, vous nous avez donné beaucoup d'exemples de ce qui vous tenait à cœur. En vous écoutant, je me suis demandé si, de fait, vous ne cherchiez pas, et ce n'est pas antinomique ou contradictoire avec l'idée de vouloir transmettre des valeurs, mais que vous ne cherchiez pas à transmettre une pratique que j'appellerais une pratique humaine. C'est-à-dire une pratique que constitue un certain type de rapport entre théorie et pratique, et dont ces rapports sont dialectisés par la question des valeurs. C'est le fait d'introduire la question des valeurs permet de dépasser finalement de leur tension ou de leur opposition ces registres théoriques ou pratiques. C'est ainsi que je me suis représenté la visée de la transmission dont vous parlez. Et pour moi, c'est véritablement transmettre une praxis, c'est-à-dire transmettre une activité humaine qui a une dimension, qui est ici une activité morale de transformation finalement de la réalité du soin, dans le contexte, encore une fois, d'une unité de soins palliatifs. C'est un peu, si je peux le dire autrement, ou si je peux le comprendre autrement moi-même, parce que vous avez bien vu qu'on est toujours un peu en décalage entre ce
veut exprimer, la façon dont finalement on le fait, on le perçoit. Le travail des valeurs, il est au cœur, hein, finalement, de ce que vous transmettez à travers des données théoriques et des données pratiques. C'est en ce sens-là, hein, que j'utilise ce terme peut-être un peu barbare, hein, de praxis. Et ça me paraît absolument fondamental. Parce qu'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de coupure, il y a au contraire la recherche d'une cohérence et d'une unité dans le contenu de la transmission et qui soutient la qualité de cette transmission. Donc ça, c'était le deuxième point qui m'était un peu venu à l'esprit en termes de réflexion. Parce qu'au fond, enfin, c'est encore une digression, mais je ne vais pas en faire trop, mais au fond, les valeurs, on fait ce qu'on veut. Hein. Est-ce qu'on peut s'appuyer totalement sur ce corpus-là, sur ces dimensions de valeurs, si on les met pas justement au travail, dans une réalité très concrète, quoi, hein, qui est la réalité du soi. Alors après, parce que vous avez introduit la notion du plaisir de transmettre. Alors effectivement, le plaisir de transmettre, il a certainement de nombreuses composantes. Il y en a une que vous avez apportée d'emblée, qui est que le plaisir de transmettre, il est corrélatif du plaisir d'apprendre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... vous montrez bien que dans la position, vous êtes dans cette position très exigeante, hein, d'accueil de la parole de l'autre, d'accueil de l'opinion de l'autre, d'accueil des savoirs de l'autre. Finalement, eh bien, il y a une réciprocité dans l'échange. Et cette réciprocité des échanges, cette réciprocité dans l'échange, finalement, elle vous décentre. Vous n'avez pas utilisé ce terme-là, alors que vous l'aviez utilisé avant dans votre plan. Hein, elle vous descend d'une position un peu de sécurité, parce qu'elle introduit une dimension un peu d'incertitude. Pas tout ce que vous renvoie l'autre et l'autre soignant qui est en train de se former, vous ne vous attendiez pas à ça, ça remet en question dont vous étiez persuadé. Donc vous étiez persuadé de la véracité, du bien fondé, enfin voilà, et vous êtes décalé, vous êtes décentré. Mais c'est là où il y a une sorte de quelque chose de très positif qui s'ouvre. C'est dans cet écart-là que justement vous allez être amené à vous réengager pour inventer, pour créer, pour ajuster tous ces termes que vous avez utilisés. Donc c'est quasiment une forme d'aiguillon pour vous remettre en mouvement aussi et pour réinterroger toutes vos certitudes, vos savoirs, vos manières de les transmettre, enfin, et tout ce qui fait que vous êtes un professionnel engagé dans ce travail de la transmission. Alors, il me semble que là, hein, le plaisir d'apprendre, il est éprouvé dans la relation de transmission. Vous dites, la relation de transmission, elle est nécessaire, c'est-à-dire c'est la relation entre au moins deux personnes, telle que vous nous le dites, et elle est le lieu donc de cette interpellation finalement de vous en tant que sachant, en tant que professionnel, en tant que soignant, simplement. Alors ce plaisir-là, qui est le plaisir que j'appelle le plaisir d'apprendre, il est certainement que vous l'éprouvez, vous nous l'avez dit, hein, mais en même temps, il n'est pas sans que... Enfin, il ne vous évite pas les moments d'inconfort que vous pouvez vivre là. Parce que pour pouvoir être toujours dans cette dynamique de l'accueil de la parole de l'autre, de la remise en question, eh bien, il faut pouvoir supporter ou arriver à faire avec le doute, supporter le doute.
il y a certainement des formes... je pense que de temps en temps, vous devez être extrêmement fatigué dans cette position. Et vous dire, mais après tout, ça serait tellement plus simple, je vous l'avais dit, ça serait tellement plus simple de dire c'est comme ça, et voilà ce qu'il faut faire, et voilà ce qu'il faut, voilà le bon concept, et voilà, bon. Eh ben non. Donc, c'est cette remise en question permanente, ce que vous avez appelé à d'autres moments, ce terme de réajustement permanent, il est coûteux pour vous. À la fois, il est coûteux, mais en même temps, c'est ça qui fait l'intérêt, finalement, de votre investissement dans ce travail de transmission. C'est ça qui fait que vous vous sentez finalement vivre. Hein, vous sentez qu'il y a une dynamique qui est porteuse, qui va vers quelque chose qui vous construit, qui vous anime, qui vous enrichit. Donc je me disais, en fait, le plaisir de la transmission, il est un peu paradoxal, parce que ce serait presque un plaisir qui serait un plaisir du dessaisissement. Voilà. Je laisse en partie tout ce qui fait mes habits de soignants formateurs, je les laisse au profit en tentant en tout cas de reconstruire quelque chose de mes convictions, de mon savoir qui ne m'était pas donné. J'accepte de le faire, donc j'accepte aussi que la maîtrise du savoir, elle ne peut jamais être totale, elle ne peut jamais être complète, et donc je travaille avec ça. Alors ça, c'est un sacré boulot. Hein. C'est un sacré boulot, et c'est, encore une fois, parce que vous êtes dans des conditions favorables, que peut-être que vous pouvez tenir dans le temps cette position. Hein, sinon, on peut s'y épuiser quand même. Hein. C'est pas... Ça, c'était donc le deuxième grand point autour du plaisir de transmettre. Alors, je vais introduire une dimension qui peut paraître comme ça un petit peu, je dirais, à côté de ce que vous nous avez dit, ou qui est peut-être un peu... mais qui est la dimension des règles de travail. Parce qu'il me semble que dans le plaisir de transmettre, il y a joint intimement lié le plaisir au travail. La relation entre le formateur et celui qui se forme, hein, le nouveau venu, comme vous aviez dit au début, en soins palliatifs, bon, vous ne l'avez pas dit complètement, mais je pense qu'on peut la qualifier de relation de compagnonnage. Et cette relation de compagnonnage, elle préfigure deux autres types de relations, qui est la relation que vous aurez avec votre binôme, mais aussi avec les autres soignants de votre équipe. Et aussi, elle est une forme d'analogie de la relation que vous mettez en place avec le soigné. Hein, puisque, avec tout ce que vous nous avez donné, de ce qui motive, ce qui inscrit votre démarche auprès de lui. Donc cette relation, elle est le lieu de partage de règles qui sont construites à partir de l'expérience que vous faites de la réalité. Vous avez illustré ces dimensions de ce que j'appelle ces règles de travail réelles que vous transmettez. On a vu que pour vous, et on retrouve les dimensions des règles, de ce qu'on entend par ces règles de travail, c'est-à-dire il y a une dimension langagière dans la règle de travail. Et vous nous dites, et vous avez écrit ça d'ailleurs dans votre plan, on apprend à ne plus dire c'est la chambre temps ou c'est, on va dire, c'est monsieur un tel, c'est madame un tel. C'est-à-dire il y a l'usage d'un langage qui devient très spécifique finalement à l'unité de soins palliatifs, au collectif de soins palliatifs. Donc ça se transmet.
Et puis, dans la règle, il y a aussi les dimensions opératoires, c'est-à-dire le comment on réalise le boulot, hein, comment on fait le soin, de quelle manière on va le faire, qu'est-ce qu'on va privilégier, est-ce qu'on va utiliser tel ou tel instrument. Enfin, il y a toutes ces dimensions qui sont dites techniques. Et comme disait Nicolas, ils sont ni techniques ni relationnels, ils sont les deux à la fois. Mais en même temps, ça, c'est une dimension des règles qui sont transmises. Je ne vous force pas à faire comme ça, mais je vous montre que dans ce qui se transmet entre nous, il y a cette dimension aussi sur laquelle on peut s'accorder, qui est la façon dont on fait le travail, la façon dont on va faire le travail. Et puis, il y a une dimension sociale dans la règle de travail. Parce que, d'abord, vous ne travaillez pas tout seul. Ça, vous avez insisté sur la dimension du collectif de travail, le partage collectif, le partage des opinions, le partage des compétences. Hein. Donc, il y a des liens sociaux qui se créent dans une équipe. Une équipe, c'est un tissage de liens sociaux. Hein, ou de liens sociaux. Mais au-delà de ça, il y a aussi la dimension d'attente de la société. C'est-à-dire que la règle qui est motrice, hein, doit pouvoir permettre de répondre à l'attente sociale en matière de soins palliatifs. Donc il y a vraiment cette... Donc vous voyez que c'est extrêmement riche, si on veut bien utiliser ce terme de règle de travail dans ce sens-là. Et puis, évidemment, mais ça c'était d'emblée posé, ces règles sont porteuses d'une éthique soignante. Je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit sur les dimensions éthiques, finalement, du soin que vous transmettez, hein, et de la relation à l'autre. C'est respecter le rythme du patient, évidemment soulager sa souffrance, favoriser son autonomie, l'accueillir. Enfin, bon, il y a tout un univers que vous nous avez proposé qui donne un peu du corps, qui incarne la dimension de l'éthique soignante dont vous parlez. Donc, vous voyez que vous voulez transmettre des valeurs. Moi, je pense que vous transmettez plutôt une praxis et que cette praxis, elle est, on pourrait la comprendre, en tout cas, ou la décrire, ou la construire autour d'un ensemble de règles de travail qui se transmettent explicitement, mais aussi implicitement. Dans le petit plan que vous m'aviez envoyé, il y avait l'idée qu'il y avait une transmission qui se faisait, mais qui n'était pas complètement intentionnelle, en tout cas qui n'était pas qui vous faisait un peu à votre insu. Hein. Mais cette transmission qui se fait à votre insu, dans l'implicite, celle-là, et la transmission dans l'explicite, elles sont l'expression sédimentée de tous vos apprentissages. C'est votre bagage, hein, c'est ce qui vous fait vous. Et dans cette dimension-là, l'engagement du corps dit quelque chose et traduit, hein, et donne à comprendre autrement le sens de votre action. Donc il y aurait probablement beaucoup à réfléchir autour de ça. C'est-à-dire, pour moi, la transmission implicite n'est pas une transmission inconsciente, ça serait plutôt une transmission non consciente à un moment donné. Mais elle est le résultat d'une intégration énorme, d'une imbibition de quelque chose qui vous fait, quoi, hein, que vous avez acquis au cours de vos années d'expérience et de travail, et que vous mettez en jeu dans l'action de transmettre. Donc ça constitue votre bagage, vos références, et c'est toutes ces références, vos repères, pour vous confronter au réel du travail. Donc vous avez dit, on n'en a jamais fini. Je n'ai pas repris les termes exacts là, mais il y a toujours quelque chose qui se construit. Et c'est vrai que les règles, elles sont dynamiques. Elles ne sont jamais figées. Enfin, je veux dire, les règles du travail réel. Hein. Elles évoluent, elles se transforment, elles s'actualisent. Et en
les transmettant, elles vous entraînent dans un mouvement et que vous avez appelé, selon votre terme, un mouvement de réajustement. Donc, elles vous permettent de remettre en cause quoi ? Des routines. Elles vous permettent de réexaminer aussi la hiérarchisation institutionnalisée des savoirs et des pouvoirs. Vous nous en avez donné des exemples amusants, quelque part, hein, avec votre histoire de bassin et de médecin. Voilà, ça redonne de la vie, là, du corps. Donc, par votre activité de transmission, vous participez singulièrement, vous, en tant que sujet, hein, à la construction des règles de travail. Mais votre apport prendra tout son sens si vous pouvez partager vos trouvailles, et je mets des petits guillemets à trouvailles, hein, avec les autres, c'est-à-dire si vous pouvez les partager dans le collectif. Et alors, ce partage, il se fait, hein, encore une fois, dans ces conditions assez idéales, hein, en tout cas organisationnelles, dans des temps formels et dans des temps informels, dans des temps informels et formels d'échange. Et au cours d'un exercice dont vous n'avez pas reparlé là, mais qui est un exercice hautement démocratique, qui est celui de la délibération. Là aussi, il y aurait certainement à dire, hein, et à développer. Donc c'est au cours de ces temps d'échange que pourra s'inscrire votre contribution dans le processus permanent de co-construction des règles réelles de travail. C'est au cœur du collectif, finalement, que vous trouvez un aboutissement, hein, en tout cas une inscription et cette inscription de votre contribution, elle est dans l'échange, le lieu et c'est l'échange qui soutient, qui est le lieu de sa reconnaissance. Donc, de la reconnaissance de votre contribution. L'engagement dans l'activité de transmission prend tout son sens et vous ouvre la voie, donc, de la reconnaissance de votre beau travail, je dirais, et de son utilité. Alors, l'activité de transmission telle que vous nous l'avez décrite, hein, ou telle que je me la représente ou l'interprète, contient tous les ingrédients du plaisir au travail. Je ne vais pas les reprendre, je pense que vous pouvez y saisir. Hein. Et le plaisir au travail devient la pierre angulaire pour durer, pour continuer à s'investir et pour étayer sa santé mentale. On pourrait faire des hypothèses ici, parce qu'il va y avoir ce débat, hein, mais sur le lien, sur la fonction en tout cas du plaisir au travail avec le maintien de la vocation soignante. Ou à contrario, on pourrait faire des hypothèses sur l'absence de plaisir au travail et la crise de la vocation soignante. Je pense qu'il y a quelque chose là qui peut pas, enfin qui nous interpelle, mais qui est certainement très, très intimement lié. Hein. Donc vous nous avez montré que cette activité de formation, cette activité de transmission, eh bien, elle participe de la transmission de la culture palliative. Alors on dit, il faudrait qu'on définisse un peu ce que c'est que la culture palliative, parce que je dirais simplement que la culture palliative, c'est un autre type de culture du soin qui privilégie finalement la relation, qui privilégie la personne et la relation avec la personne. C'est ce qu'on met parfois sous le terme de centrer sur la personne et non pas sur la pathologie. Mais c'est une culture du soin. C'est une culture du soin qui a ses valeurs, qui a ses richesses, qui a ses règles, voilà. Donc, cette activité-là, transmettre, c'est effectivement contribuer à la culture palliative. Alors, ça permet, hein, cette activité-là de transmission, de vous d'inscrire le formateur et le soignant en formation dans une tradition, dans une filiation, dans le temps d'une culture vivante. Et ça, c'est tout de même, là aussi, ça vient
dire quelque chose quand vous dites les soins palliatifs, c'est la vie. Alors que pour beaucoup, ce qui résonne en premier, c'est que les soins palliatifs, c'est la mort, c'est la fin de la vie. Mais vous dites c'est la vie. Et effectivement, on voit bien que la culture palliative, elle a une dimension de culture en devenir. Et ceci, on ne voit pas. Donc elle s'inscrit dans ce temps, là, dans le temps d'une culture vivante, dont on ne voit pas pourquoi ce temps ne se poursuivrait pas. Peut-être qu'en s'engageant dans la transmission, dans la formation, on se protège un peu contre la mort, en tout cas contre la souffrance qui fait que nous vivons mortels et que nous n'avons pas toujours envie, c'est un petit moyen aussi de continuer à exister autrement. Alors, je veux dire, et pourtant, voilà, tout ça, c'est bien joli. Encore une fois, les conditions ne sont pas toujours remplies pour que ça puisse se travailler, se développer de cette façon, parce qu'il peut y avoir un risque d'échec. Il peut y avoir un risque d'échec de la transmission, un risque d'échec de toute cette belle aventure. Et là, alors, qu'est-ce que ce serait qu'est-ce qui ferait que ce risque puisse advenir? Ça reste à discuter. Voilà ce que je voulais vous proposer en réaction, mais je vous avoue que c'était du travail parce que vous nous aviez tout dit. Merci Daniel. C'était du travail, mais j'espère que c'était aussi du plaisir. Oui, tout à fait. Alors, eh bien, on va jouer le jeu de ces journées recherche. Maintenant, je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir interagir, commenter, poser des questions éventuellement, donner votre point de vue, que vous soyez plutôt dans la réflexion sur le plan sciences humaines ou plutôt à partir de votre pratique sur votre plaisir ou pas à transmettre. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent se jeter à l'eau? Alors, si personne se jette à l'eau en premier, il va peut-être falloir quand même que je travaille. Moi, j'ai une première interrogation quand même. On a toujours dit qu'il y avait ces deux volets, technique et relationnel. Alors c'est évidemment très intéressant. Le côté technique, vous n'en avez pas trop parlé. Et pourtant, nous ici à Jeanne Garnier, je me rappelle que quand on a des étudiants d'IFSI en 3e année et qu'ils découvrent l'USP, ils sont affolés par la quantité de soins techniques. Et ils nous disent, et moi j'ai eu plusieurs fois cette réaction, on n'a jamais eu de stage où il y avait autant de technicité. Le nombre d'aiguilles de Huber qu'on implante, qu'on déplante, le nombre de sondes urinaires qu'on pose, les médicaments que l'on utilise, qui sont des médicaments de réanimateurs, si je reprends ma casquette d'ancien métier anesthésiste, qui manie ces doses-là et en telle quantité, à des tels volumes, avec tous les risques que ça comporte. Donc, une compétence technique où on a l'impression dans votre discours que, oui, elle était là, bien sûr, elle était là, mais vous ne l'avez pas non plus mise complètement en exergue, parce que pour vous, ce n'est pas l'important. Mais par rapport à d'autres métiers, regardez, par rapport à d'autres métiers, notamment d'infirmiers, voire même de médecins, ce que ça représente, le gap qu'il faut franchir pour pouvoir aller là. Et là, vous nous présentez quelque chose qui va bien au-delà de ça, puisque l'important, c'est aussi la relation. Et c'est d'abord aussi là-dessus. Donc voilà, c'est un peu ce paradoxe que j'interroge là, en disant, voilà, quelle est
dans ce qu'il y a à transmettre, il y a tout ça à transmettre, mais il y a ça aussi. Voilà, c'était un peu ma première réaction face à ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Bonjour, je passe mon masque. Je suis Jean-François Marsan, je suis cadre infirmier dans un hôpital de la PHP, un petit hôpital à taille humaine, hôpital gériatrique, et j'ai la chance ou la malchance d'être cadre de l'USP, mais également d'oncologie SSR, et quand ma collègue n'est pas là, oncologie court séjour. Et ça me permet d'avoir un petit retour sur la vraie vie de l'hôpital, entre guillemets, qui n'est pas la bonne, mais qui est quand même la vraie vie. Et dans le terme soins, ce que l'on sous-entend souvent, c'est faire des soins. Mais pour moi, la suite, c'est prendre soin. Et prendre soin, très honnêtement, vu la couleur de mes cheveux, on ne le trouve plus que dans les USP ou dans la manière de prendre en charge les patients des équipes mobiles. Et moi, de faire le tour de l'hôpital et d'entendre des soignants dire « Oh là là, l'équipe mobile, c'est génial quand ils viennent, ils nous ont appris plein de choses, il y a des choses qu'on ne fait plus. » Et effectivement, le côté technique reste important. Évidemment, il est même essentiel. Mais il ne faut pas qu'il mette au second plan le prendre soin. Et le gros avantage des unités de soins palliatifs, pour moi, en dehors de la réanimation, mais on ne peut pas faire de comparaison, les unités de soins palliatifs ont un ratio soignant-soigné qui reste très raisonnable et qui permet justement de continuer ce prendre soin, qui était un peu le cas de tous les services dans les années 80. Olivier a peut-être connu cette période-là, Frédéric, tous les gens qui ont le même âge que moi, ils ont connu ça. À l'époque, c'était partout pareil. C'était partout pareil. Et il y a très longtemps, on disait monsieur un tel, madame un tel. Et puis après, la réglementation a fait que, en manière de confidentialité, il ne fallait plus prononcer les noms des patients dans les couloirs. Je suis désolé. Voilà. En USP, on continue à le faire et c'est vraiment très bien. Et parler de la prothèse de la 38, moi, je trouve ça un peu inadmissible. Mais ça dit tout à fait ce que disait Olivier. En orthopédie, on soigne une pathologie, une prothèse, une rééducation précoce et ainsi de suite. Nous, on soigne une personne. Et un autre gros avantage, c'est que, également, pour moi, c'est quasiment le seul service d'un hôpital où on prend également en charge et on prend soin des proches des patients. Et tout au long du séjour du patient, on prend également soin du patient. Et là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que quand il manque du personnel dans l'hôpital, eh bien, on a tendance à venir chercher une infirmière du SP parce que on ne va quand même pas exagérer. 2 infirmières pour 12 patients, ils se croient où? Et hop, on la déplace. Et moi, je trouve ça dramatique. Pour réagir, j'ose espérer que chez les soignants justement qui viennent de ces services en curatif, où justement il y a peut-être moins ce temps, peut-être plus cette technicité qui est mise en avant, que suite toute la période Covid, c'est évoqué justement. Ça a mis en valeur ce manque justement de temps qu'on pouvait passer avec les patients, le manque aussi des familles quand justement ils étaient pas dans cette possibilité de pouvoir les voir, que nous aussi avec toute l'organisation et les procédures d'hygiène, on pouvait passer moins de temps en chambre. Avant, il était peut-être moins, il était conscient sans l'être vraiment. Et je pense que peut-être ça va évoquer peut-être plus, ça va mettre en avant des vocations pour les gens de plus se rapprocher des soins palliatifs. On le voit chez les intérimaires, notamment là, Jeanne Garnier,
qui, quand ils viennent, se disent ah oui, effectivement, ça fait plaisir et je connaissais pas. Et pourquoi pas y revenir de temps en temps. Et peut-être même après en faire une partie de notre carrière. Donc ouais. Oui, je voulais rajouter que moi j'ai toujours été un peu rebelle et les règles, je ne m'y suis pas toujours conformé. Et pendant la période du Covid, les règles qui étaient impératives et pouvaient quasiment être fusillées si on ne les respectait pas, moi je ne les ai pas toujours respectées. Hein. Et on a fait rentrer des familles par les fenêtres, au rez-de-chaussée, la nuit quand il n'y a plus personne, parce qu'il faut arrêter, quoi. Jenny, aide-soignante maison médicale. Ça fait plaisir, Olivier. Jenny, aide-soignante maison médicale. Olivier, ça m'a fait un plaisir de t'entendre parler des soins palliatifs. Joseph, mon collègue. Plus fort? Merci pour ton partage. Ça m'a remis 20 ans en arrière de la maison médicale Jeanne Garnier. Merci beaucoup. Quand on en parle, quand j'en parle d'avant, ils sont tous là à me regarder bizarrement. Et merci à toi pour ce moment. C'est vrai que quand on arrive aux soins palliatifs, il faut savoir ce qu'on apporte et ce qu'on laisse derrière nous pour qu'on puisse prendre en charge le patient. Et ça fait plaisir de t'entendre. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci, Jenny. Bonjour, je voulais juste vous remercier, mais je voulais rajouter une petite chose, c'est que vous transmettez à vos collègues, vous transmettez aux soignants, mais vous transmettez aussi à la famille. Et vous donnez envie à la famille de continuer après dans votre domaine. Donc je voulais juste remercier pour ça. Bonjour, je me présente, je suis Valérie Bernard. Je suis une ancienne infirmière de l'USP Résonance du CHU de Toulouse et aujourd'hui j'exerce dans cette même unité comme biographe hospitalière. Donc c'est assez intéressant pour moi d'avoir cette position un peu, pas double puisque je n'exerce plus en tant qu'infirmière, mais tout au moins d'avoir ce regard. Du coup, le plaisir de transmettre, j'allais dire que je l'ai vraiment perçu dans la totalité des transmissions qui se passent dans ces unités, c'est-à-dire évidemment soignants, médecins, paramédicaux, mais également tous les intervenants qui font partie prenante de cette transmission et donc la richesse de ce partage. Puisque nous, on a une socio-esthéticienne, peut-être sans doute vous aussi, et tous ces intervenants apportent vraiment une richesse dans la transmission. Ceci dit, dans notre unité, peut-être que vous allez pouvoir nous aider un peu par rapport à ça, on a toujours un gros souci aussi dans ces transmissions d'équipe en équipe, où il y a un temps informel qui est en dehors, on va dire, voilà, dans le travail au quotidien, ce que vous disiez, rentrer dans la chambre, etc. Et puis, il y a un temps formel. Et dans ce temps formel, c'est toujours extrêmement compliqué parce qu'il y a un débordement. On a beaucoup de mal. Je ne sais pas si vous-même, vous vivez ça, mais on a du mal à canaliser justement ces transmissions. Il y a toute la partie technique qui est vraiment lourde et qu'il est nécessaire, évidemment, sur laquelle il faut être extrêmement vigilante. Mais il y a tout le reste avec voilà, ce que l'on vit avec les familles, etc. Et on a beaucoup de difficultés à canaliser ces transmissions. Et enfin, juste si vous pouvez nous apporter quelques pistes. Et puis, aussi pour dire que parfois, quand même, au sein même des équipes, on a des difficultés dans l'expression possible. C'est-à-dire qu'on remarque dans les temps de supervision, etc., ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Et il y a quand même une difficulté par rapport au jugement imaginé, parce que j'espère qu'il y a beaucoup de bienveillance, mais en tout cas, il y a quand même parfois une vraie difficulté d'expression
pour certains d'entre nous. Et moi, j'essaye de travailler ça avec la psychologue pour, d'une autre manière, justement, apporter peut-être un outil qui puisse leur permettre de s'exprimer voilà, en toute tranquillité, sans avoir l'impression d'être jugé. Merci bien. Pour ce qui va concerner les transmissions, Nicolas, tu me dis, en termes de transmission en équipe, ça fait faire l'objet de la deuxième table ronde, mais on va laisser quand même Olivier et Joseph dire aussi leur point de vue. C'est aussi l'occasion sur ces difficultés à s'exprimer. Notamment. En fait, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en soins palliatifs, on est un espace où on exprime tout ce qu'on ressent. Et je comprends bien le problème, hein. Je visualise bien la situation de canaliser un peu les transmissions. Parce que chacun de nous a quelque chose à dire. Et en fait, il faut arriver avant les transmissions, ou en fait, communément, comme on appelle souvent, les staffs, arriver à canaliser, à prioriser l'information du jour. Et l'information du jour qui va servir au patient et à sa famille. Et nous, dans mon unité, au Diaconesse, il faut qu'on reparte parce qu'avec tout le mouvement Covid, il y a du nouveau personnel qui arrive. Voilà. Et on avait un système de gong et un système de crocodile. C'est-à-dire, quand on parlait trop, il y avait 1 mètre de temps, hein. Quand on prenait trop la parole, le petit crocodile vous atterrissait dessus. De façon gentille pour vous dire, c'est intéressant ce que tu dis, mais bon, il faut qu'on avance. Et c'est moins agressif. Et quand on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et chacun est arrivé à prendre le pli, de se dire, ah ben oui, il y a des choses à dire, allez, j'y vais au plus précis. C'est arriver à aller au plus précis des choses. Et puis pour revenir sur, si j'ai bien compris, vous êtes biographe hospitalière, hein, voilà. En fait, très souvent, peut-être, je pense qu'il y a un volet cet après-midi sur la biographie hospitalière, mais la difficulté avec moi je trouve, hein, avec la biographie hospitalière, c'est que ça reste d'abord intime au patient, entre vous et le patient. Et c'est quelque chose dont on n'a pas accès. Et très souvent, c'est les informations que nous avons, on ne peut pas vous les transmettre, pour pas que ça fasse partie de vos écrits. Vos écrits sont essentiellement les écrits du patient. Si je me trompe, hein, vous pouvez me reprendre là-dessus. C'est essentiellement les écrits du patient. Donc, quand on est aux transmissions, oui, vous avez votre temps de parole. Chez nous, ils ont leur temps de parole. Souvent un peu trop, je trouve. Parce que on finit par comprendre entre les lignes ce qui s'est dit avec le patient. Ce n'est pas volontaire, hein, des fois. Mais quand on est attentif, on finit par entendre ce que le patient vous a transmis. Et ce n'est pas le but de le transmettre là. Parce que ça reste les écrits du... Non, c'est pas vous, hein, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Mais c'est des choses qui peuvent arriver inconsciemment. Bonjour, Dauphine, j'ai ancienne infirmière à Jeanne Garnier, aujourd'hui infirmière à Bordeaux en équipe mobile de soins palliatifs. Je voulais rebondir sur la transmission de la culture palliative. Et il y a quelque chose qui m'a fait écho dans ce que vous avez dit un peu sur la transmission de savoir à l'autre. Moi, une de mes missions, c'est de former les soignants dans les services dans lesquels on intervient. Et j'entends parfois un discours, le mot est mal choisi, je suis désolée, mais peut-être parfois un peu prétentieux sur les soins palliatifs, un peu melon. Et que j'avais, moi, enfin, j'ai bossé à Jeanne Garnier, j'ai adoré mon expérience à Jeanne Garnier. Et effectivement, parfois d'arriver dans certains services, on se dit, mais moi je sais comment faire, je sais comment hyper bien prendre en charge un patient, et eux, ce qu'ils font, c'est pas ouf. Et en fait, je me suis un peu cassé les dents avec cette attitude-là. Et j'ai appris à avoir aussi l'humilité de me dire, en fait, ce qu'ils font dans les EHPAD ou ce qu'ils font dans d'autres services où effectivement ils ont moins de moyens, ça peut aussi être hyper intéressant, hyper riche. Et enfin voilà, vous n'avez pas dit le contraire, mais je voulais vraiment, en tout cas moi c'est un vrai questionnement et c'est une posture que je travaille surtout en ce moment. Enfin, voilà.
Merci pour ce commentaire et notamment la créativité en EHPAD est quand même assez exceptionnelle, quelque chose que j'ai découvert récemment. Emmanuelle Quillet, directrice de la maison médicale. Alors le sujet de la transmission, c'est évidemment un très gros enjeu, et particulièrement en ce moment où dans les unités de soins palliatifs, comme ailleurs, on a quand même un turnover assez important de personnel, et donc cette question, elle se repose à chaque fois. Monsieur Dauté, vous avez posé une question que j'ai trouvée intéressante, mais en fait, j'aimerais bien que vous développiez un peu la réponse. Vous avez dit « Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me montre en premier en arrivant en soins palliatifs ?» Et je trouve que c'est une bonne question. Est-ce que vous, peut-être votre collègue, vous pouvez nous le développer un peu? Ou d'autres dans la salle. Non, c'est vrai que souvent, je me rappelle de ce premier jour-là, ce qui est normal et je pense qui est valable dans beaucoup d'établissements, soins palliatifs ou non, c'est en priorité comment marche le logiciel et quelle est l'organisation de la journée. Bon, c'est important, c'est obligatoire d'y passer. Mais ce que j'avais du coup assez bien aimé à Jeanne Garnier, c'est que ça, c'était une journée. Il y avait une journée qui était entièrement consacrée à ça, où vraiment là, c'est du bourrage de crâne, vraiment pour... on passe vite ce chapitre, comme ça on a une certaine autonomie pour s'organiser et puis s'adapter si on est seul. Mais derrière, après, ça a été toute cette richesse justement qu'on a pu me transmettre, avec un petit peu tous les concepts qu'on a développés sur le mimétisme, sur la remise en question. C'est de se dire, je ne te dis pas ça pour justement... à but moralisateur, ou comme vous disiez, c'est là qu'on fait le mieux, donc il faut faire comme ça. Mais plutôt, tourne ton regard. Sors un petit peu là du clinique et du curatif, même si c'est très important, mais apprends dans un premier temps à orienter ton regard sur la personne qui se trouve face à toi, et non pas son dossier médical. Et ça c'est un mécanisme qui prend du temps, mais si d'entrée de jeu, on nous donne un petit peu ces exercices où on nous rappelle à l'ordre sur attention à pas trop dévier. Je pense que c'est un bon tremplin ensuite pour bien s'approprier ce que représentent les soins palliatifs et comment mieux ensuite participer à aider à les développer. Moi, j'ai une réaction aussi quand même, parce que quand on va dire il faut des formations en soins palliatifs, il faut des formations en soins palliatifs, il faut des formations en soins palliatifs, c'est très beau. Mais ce que vous nous dites là, c'est que la transmission, elle se fait quand même par compagnonnage. Et vous avez peu développé ce mot-là, mais c'est quand même ça l'essentiel. Nous, on l'a vu avec Emmanuel Bagaragaza sur notre étude sur les approches palliatives précoces, démarches palliatives précoces en EHPAD. On a vu l'importance de l'immersion d'infirmiers formés aux soins palliatifs dans les EHPAD pour être là en compagnonnage, pas pour faire des enseignements théoriques d'une journée. Vous voyez ? Et je crois que là, on a quand même quelque chose qui est important dans cette transmission. Si on veut transmettre cette culture palliative, ça se transmet quand même essentiellement par compagnonnage. Enfin, c'est un petit peu aussi ce que je retiens de ce que vous nous dites. On va laisser la parole quand même à ceux qui sont à distance. Alors, Sophie. Alors, nous avons quelques réactions à la présentation de Joseph et d'Olivier, où vraiment les collègues se retrouvent dans ce que vous avez pu dire. On a eu plusieurs réactions dans ce sens. Et puis une autre réaction sur donc une réflexion qui est partagée entre culture palliative égale paradigme du soin, qui n'est pas une spécialisation, mais une humanisation ou réhumanisation du métier de médecin, de soignant, sans vouloir diminuer le technique. Voilà, les partages. Et j'en profite d'avoir le micro. Pour rebondir sur cette question de la transmission, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que vous avez dit de ce temps, de cette temporalité qui est importante et nécessaire. Et ce qu'on constate dans les établissements et les unités de soins plutôt classiques, c'est justement ce temps de transmission qui s'est particulièrement réduit. Et donc, autour de ce temps de communication, l'élaboration de la parole, qui semble essentiel et que vous avez bien retraduit dans votre présentation. Merci.
Alors j'en profite parce que j'ai beaucoup le micro. Ça fait quand même 2 fois ce matin qu'on entend le mot réhumanisation. Olivier, vous avez commencé par... non, c'était Joseph tout à l'heure, pardon. Bon, c'était dans les premiers mots. Pensez juste à la violence de ce mot-là, réhumanisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Marie-Elisabeth est une ancienne infirmière en soins palliatifs chez les Diaconesses et maintenant je suis psychologue à Versailles en EHPAD. C'était pour illustrer toute la richesse que nous avons eue d'accueillir le pôle recherche sur les soins palliatifs précoces en EHPAD, en disant que moi, à partir de mon expérience, les soins palliatifs sont riches d'un savoir à transmettre à l'EHPAD, qui est vraiment le parent pauvre. On a un EHPAD où on a 195 résidents, donc on a toute cette culture palliative à faire entrer à l'EHPAD. Et je remercie beaucoup, et je vais rebondir sur ce que vous disiez, l'importance du compagnonnage, de cette transmission implicite par le fait d'avoir des infirmiers qui viennent travailler auprès des aides-soignants qui sont seuls dans le soin. On a aussi pu, en fait, ça fait 2 ans qu'on a bénéficié de Padipali, mis en place des staffs cliniques où la pluridisciplinarité, elle a lieu, elle prend corps. On met en place des projets personnalisés pour chaque résident, avec tout ce que vous disiez sur la créativité. À la fois, lorsque moi, ça me donne des idées sur qu'est-ce que le personnel soignant peut, au niveau de la créativité, transmettre aux résidents, donc aux soignés, et aussi partir de ce que le soigné veut d'un point de vue créatif. Le compagnonnage, pour moi, est essentiel. Il doit s'inscrire dans le temps, parce que et ça doit se faire en équipe, parce que sinon, on ne peut pas envoyer une personne. Enfin, vraiment, c'est un travail de soin. Et je pense que la formation est essentielle. Le fait qu'on soit venu à Jeanne Garnier, une équipe de 12, ça a créé un lien fort au sein de l'EHPAD. Merci pour ce témoignage. On va bien... alors... Audrey Buisson, je suis psychomotricienne, je suis spécialisée en gériatrie, je travaille en EHPAD actuellement. En fait, il y a une notion, je trouve, qu'on a touché du doigt en permanence en toile de fond. Vous avez effectivement parlé de cette rencontre à l'autre. Vous avez parlé aussi de cette recherche de plaisir dans cette transmission-là. Et en fait, ce qui m'est apparu, c'est cette notion d'attachement. Finalement, effectivement, il se passe toujours quelque chose autour du lien qui ne peut pas s'apprendre dans les livres, comme vous l'avez dit, qui se joue des corps en présence. Et finalement, je trouve qu'il y a une vraie forme d'attachement. J'ai beaucoup apprécié ce exemple autour du petit café que vous prenez et de votre plaisir partagé avec cette patiente-là. Et en fait, j'enfonce une porte ouverte si je vous dis qu'effectivement, quand on fait du dépistage précoce, on se rend compte que la moitié de nos résidents pourraient relever de soins palliatifs en EHPAD. Et je constate des tas de petites pépites qui ne se voient pas tous les jours, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de mots autour du fait qu'on n'est pas assez bon ou qu'on est même très mauvais par moment. Et moi, je vois plein de petites pépites dans l'EHPAD, comme vous l'avez mentionné, autour de ce café-là. Et je trouve que finalement, ce qui crée ces petites pépites-là, c'est l'attachement. Mais il m'est venu plein de questions, effectivement, autour de cette transmission, puisqu'on ne peut pas tous aller prendre notre pause au lit du patient avec notre café. Et donc, on aura chacun notre petite pierre, comme vous l'avez dit. Voilà. Voilà. Merci bien. Alors, il y a une question sur le chat qui est: en cas de conflit dans l'équipe sur une prise en charge d'un patient, comment ça se passe? Qui tranche? Alors, je ne sais pas si on va répondre à cette question-là tout de suite, mais enfin bon, allez. Alors, là, j'ai l'exemple que je connais de Jeanne Garnier, mais sur des... si j'ai bien compris, c'est par rapport à une décision dans laquelle on n'est pas d'accord, ou... C'est pas précisé. Bon,
si on part de ce principe, parce que ça arrive souvent, où on n'est pas d'accord sur la prise en charge d'un patient et que ça relève beaucoup de questionnements éthiques. C'est l'important, et je pense que ça reprend la question de tout à l'heure sur justement comment on axe un petit peu ce temps de parole pendant les transmissions. C'est avant de trouver la bonne réponse, c'est surtout poser la bonne question. Je pense c'est chercher à quoi on veut répondre et quel est vraiment le problème. On a tous envie de partager notre point de vue, tous envie de partager notre ressenti par rapport à ce patient-là. Mais avoir plein d'avis, forcément, si ça ne répond pas aux mêmes problématiques, aux mêmes questions, c'est frontal et ça mène nulle part. Donc, c'est peut-être si on a ce réflexe-là, que ce soit pendant un groupe de parole ou pendant un temps de transmission, quelqu'un justement prend, comme tu dis, se mettre du temps ou alors rappeler qu'on est peut-être un petit peu hors sujet, de se dire, voilà, tous ensemble, là, à quoi on répond et vers quoi on s'oriente avant de prendre une décision ou avant de rentrer dans un débat d'ego ou de savoir qui a raison, quoi. Et puis, comme il a si bien soulevé Joseph, c'est l'importance du groupe de parole. Parce que, déjà, d'emblée, la parole, elle circule en soins palliatifs, mais elle circule encore plus au sein d'un groupe de parole. Parce qu'au groupe de parole, on est tous égaux. Qu'on soit chercheur, médecin, agent hospitalier, chacun s'exprime. Et parfois, et c'est assez rare qu'une problématique se trouve au groupe de parole. Mais ça arrive. Parce que quand on entend les soins palliatifs, on pense que tout est rose, c'est un monde de bisounours. Non, on traverse des moments difficiles. Et le groupe de parole est là, parfois pour nous ramener sur la réalité. Parfois pour nous remettre en question et nous faire poser les bonnes questions. Parce que même au quotidien, on a parfois la tête dans le guidon. Parce que on avance tous, on fait tout ce qu'on peut, comme on peut, avec tous les moyens qu'on a. Et souvent, les conflits peuvent arriver. Et pareil, c'est aussi bien entre collègues que sur la prise en charge. Et le groupe de parole permet parfois d'étayer un peu, de s'orienter, de comprendre ce qui se passe. Et même si on dit, c'est qui s'est dit au groupe de parole, reste au groupe de parole. Ça reste au groupe de parole, mais la pratique qui en sort, l'idée qui en sort, se retrouve dans le soin par la suite. Et évidemment, ça en quelque sorte, évite des conflits, ou alors nous aide à mieux gérer ces conflits-là. Moi, je voulais vraiment remercier aussi Daniel pour son topo. Tu as développé une idée qui était que la relation de compagnonnage et la relation de transmission dont Joseph et Olivier ont parlé était une analogie ou une métaphore, d'une certaine manière, de la relation de soins, de la relation avec le patient. Tu en as donné quelques indications, mais je me disais peut-être, est-ce que tu serais d'accord pour nous repréciser un peu cette idée avant la fin? En quoi cette relation de compagnonnage est une analogie de la relation de soins, selon toi? Je veux dire, il me semble que dans la relation du soignant au soigné, en soins palliatifs, et tel qu'ils nous l'ont donné à entendre et à comprendre, il y a tout de même il y a les mêmes dimensions de tenter de promouvoir ou de respecter l'autonomie de la personne et d'apprendre de cette personne, d'apprendre du soigné pour pouvoir effectivement adapter, ajuster. Enfin, il y a aussi, quand ils disent s'adapter à son rythme, enfin, donc s'adapter au rythme de celui qui est en formation, c'est analogiquement s'adapter au rythme aussi du patient. Enfin, je veux dire que c'est la nature même de ces relations, elle est. Alors effectivement, on pourrait le développer certainement plus avant, y compris dans ses dimensions éthiques, surtout. Mais pour moi, ça a toujours été comme ça, une forme les deux faces d'une même médaille, je dirais. Et donc, c'est quand même extrêmement important de pouvoir transmettre ça. Parce que ce que vous transmettez, c'est non seulement des savoirs, des manières de faire, enfin, tout ce qu'on a pu dire, aussi des techniques, enfin, mais ce que vous transmettez, c'est une forme de relation, finalement. Une forme de relation qui va
qui va être celle que le soignant va adopter ou va tenter de poursuivre dans sa relation soignée. Donc ça c'est mais il faut quand même des prérequis, hein, qui est est-ce que vraiment je mets le patient au centre de la démarche de soins, comme je mets le formé, si je peux dire, au centre de la démarche de transmission. Quelles valeurs vont être investies dans cette démarche, enfin bon, etc. C'est-à-dire que ça se fait pas, c'est pas automatique, hein, justement, c'est pas automatique. Ça interroge aussi la question des places et des pouvoirs. Hein. Est-ce que ça interroge la question de la symétrie relationnelle? Ça aussi, c'est un élément qu'on aurait pu discuter. C'est que dans ce que vous proposez au niveau de la relation de transmission, c'est une relation qui réduit la symétrie entre vous, le sachant, si je peux dire, et celui qui est supposé ne pas savoir grand-chose. Or, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que ça se joue. Donc, il y a tout ça, et je pense que c'est ça qui fait que ça résonne un peu pour moi comme ça. La seule chose que je pourrais juste ajouter, mais vraiment une seconde, c'est qu'il me semble que ça s'est dit là, mais je crois que, et je l'avais noté à un moment donné, c'est que ce que vous transmettez, c'est aussi une sagesse du temps. Je me suis dit ça plusieurs fois. Hein. On revient sur la question du prendre le temps d'écouter, prendre le temps de regarder, mais c'est prendre le temps de réfléchir. Et au fond, même sans le formuler explicitement, vous engagez dans cette relation de formation celui à qui vous transmettez, que vous formez, à un travail réflexif. Et qui est, je pense, le socle d'une démarche pensée, construite, organisée, attentive, etc., du soignant. Voilà ce que je voulais rajouter là. Hein.